Donc là, nous avons l'intervention de la part des 3 personnes qui représentent le consortium interuniversitaire qui maintenant vous êtes présenté sur la question de la VAE des patients. Donc, Catherine, c'est toi qui démarre par une première intervention et après, tous les 3 qui co-intervenaient. Oui, et d'après Raymond, je dois tenir en 10 minutes, donc merci de m'y aider. Donc, en fait, c'est juste quelques diapositives pour montrer qu'effectivement, ce qu'a bien souligné Alain, on est de la VAE 2002 à la REVA 2022, c'est-à-dire qu'il y a eu un rapport sur la VAE de 2022 qui est sorti en janvier et puis dans le grand public, je crois, en mars. Et donc, on va voir comment c'est une opportunité, c'est une fenêtre ouverte pour peut-être faire passer un certain nombre de choses et peut-être dépasser les obstacles qui ont été si finement objectivement décrits par Alain tout à l'heure. Alors, le ministère donc, du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a profité, Alain en a parlé, des 20 ans de la loi de modernisation sociale qui a créé la VAE pour réaffirmer sa volonté de développer ce dispositif, reconnaissant que cet outil reste trop peu connu et trop peu utilisé. Donc ce travail qui est extrait du rapport Mission VAE qu'on trouve sur Internet, qu'on pourra donc vous faire parvenir, est le fruit de réflexion de 3 personnes, donc Claire Kéchat, directrice d'un OPCO, David Rivoire spécialiste de la VAE, et Yannick Soubien, donc vice-président de la région Normandie en charge des politiques d'emploi et de formation. Alors, si on fait un résumé en quelques minutes de ce rapport sur la VAE, la question ou le premier constat, c'est de dire que la formation tout au long de la vie, telle que définie par l'État, c'est un continuum entre la formation initiale, générale, professionnelle, et l'ensemble des situations où s'acquièrent des compétences, donc les actions de formation continue, les implications associatives, le bénévolat. Ce qui est proposé dans ce rapport sur la VAE, déjà, c'est une modification, c'est de passer de FTLV, formation tout au long de la vie, à la RTLV, c'est-à-dire la reconnaissance tout au long de la vie, qui la complète en offrant la possibilité de faire reconnaître l'ensemble des compétences acquises dans toute situation de la vie courante, qu'elle soit le fruit de la formation tout au long de la vie ou d'autres. Donc, on pourrait dire que jusqu'à maintenant, les compétences métiers sont reconnues par le système de validation formelle qu'est la VAE. Mais les compétences transversales ne bénéficient pas d'un système de reconnaissance. Donc, la mission du rapport VAE, c'était combler ce manque, faciliter la transférabilité de l'ensemble des compétences spécifiques et transversales. Ce qu'a très bien montré Alain tout à l'heure, il a dit on s'est inscrit, nous, dans les compétences spécifiques et non pas dans les compétences métiers. Proposition toujours du rapport, donc changer le système VAE, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont l'appeler REVA, et non pas simplement l'améliorer, et reconnaître la reconnaissance de l'expérience dans sa globalité et la validation des acquis de cette expérience à travers la mise en place d'un système appelé REVA. Donc, pour l'instant, le nombre de VAE réalisés stagne, c'est-à-dire on voit des rapports réguliers de type gouvernementaux qui disent finalement il n'y en a pas assez, ça ne bouge pas, le processus se déprécie. En plus, il y a plus de 30% de validation partielle, ça veut dire des gens qui arrêtent en cours de route, où ça fonctionne mal, et puis 10% de validation nulle. Et ça, c'est quelque chose qui peut être, qui est grave au sens où ça peut être vécu comme un échec, une dévalorisation de soi, autant psychologique que professionnelle, alors qu'au départ, la VAE, c'était pour faire avancer tout le monde et ça s'appuyait sur un certain nombre de valeurs dans les textes fondateurs. Et en fait, il faudrait éviter à ce que ça soit néfaste, nuisible et dangereux. Donc la VAE est arrivée à un point d'essoufflement, c'est toujours le rapport qui le dit, pas moi. Et donc les exemples de mesures du rapport REVA 2022. Donc d'abord, il faudra accélérer la traduction des certifications en bloc de compétences. Effectivement, de tous les diplômes, c'est encombré. Poursuivre la traduction en bloc de compétences de l'ensemble des titres et diplômes, mais aussi leur modularisation pour les rendre facilement accessibles à la VAE et au complément de parcours. Et puis peut-être adopter un principe unique de définition des blocs de compétences. La prise en compte de l'évolution de l'acquis expérientiel de l'individu,
tout au long de la vie doit passer par des mises à jour régulières, des rencontres. Ça, c'est pour dire qu'on peut faire plusieurs VAE dans sa vie, entre le niveau d'avancement de son acquis expérientiel et le référentiel de compétences de la certification visée. Faire coïncider, combler l'écart qui peut exister entre les deux. Un besoin de complément de parcours multimodal, de montée en compétences est parfois nécessaire. Créer la possibilité de stage REVA en entreprise. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez peut-être vu, c'est la procédure FEST, c'est-à-dire c'est la formation en situation de travail. Donc faire que des personnes... Moi, j'ai pensé qu'en plus, par rapport aux patients partenaires, le dispositif FEST est intéressant puisqu'on peut donc expliquer que c'est une formation en situation de travail et que donc elle doit être validée en tant que telle, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être saisissable et intéressant. Élaborer une trame unique de dossiers d'expérience disponibles sur l'application REVA afin de faciliter la lecture et l'analyse des jurys. Et en fait, ce que je voudrais juste ajouter à tout cela, c'est que par exemple là, ce qui manque, et par rapport aux addictions, c'est extrêmement intéressant, c'est que on peut, et ça les usagers des services médico-sociaux, les malades, les personnes en situation de vulnérabilité, sont des sujets qui exercent des compétences, y compris des compétences qui se retournent contre eux. C'est-à-dire de ne pas oublier que dans les compétences, c'est plus complexe que ce qui est écrit, qui sont en général un regard positiviste. Parfois dans la vie, on peut être amené à exercer des compétences qui se retournent contre soi. Il existe donc des dilemmes moraux dans le champ de l'exercice de nos compétences. Par exemple, on peut dans certaines situations apprendre à se taire, apprendre à mentir pour se protéger, pour protéger ses enfants. On peut s'imposer à soi-même sa propre invisibilité, c'est une question de coming out, y compris par rapport aux maladies, pour prendre le temps de rassembler les ressources pour faire face. Donc, prendre en compte le fait qu'on dispose de compétences vulnérabilisantes pour nous-mêmes. Et donc, quid, qui va travailler sur ces compétences négatives? Comment alimenter, pour alimenter la vulnérabilité comme catégorie d'action publique et comme ressource en termes de compétences, ben, il va falloir combiner des univers étrangers l'un à l'autre, par exemple le registre théorique des compétences et le registre conceptuel de la vulnérabilité. Donc ça, c'est juste pour vous dire que la chaire compétence et vulnérabilité, eh bien, c'est le travail qu'on essaye de faire. Merci Catherine de ce petit clin d'œil important. Je vous laisse maintenant tous les trois co-gérer votre intervention. Donc Raymond, Luigi et Alors c'est Luigi qui prend la main. Donc en fait, pour prolonger cette dynamique, en fait, quand je dis prolonger, c'est pas tout à fait prolongé parce qu'en fait, ça s'est quand même organisé de manière, comment dire, comme des coïncidences, hein, parce que les premières discussions qu'on a eues avec Catherine, c'était fin 2021. Donc on a constitué un consortium au premier semestre 2022 interuniversitaire. Sous l'idée d'ailleurs de Catherine, dans le cadre d'un échange, hein, on s'est rencontrés en fait, on s'est rencontrés avec Catherine parce que j'avais une patiente qui avait une certaine, qui avait beaucoup de compétences et pour lesquelles les parcours académiques classiques étaient complexes. Et donc, je voulais voir avec Catherine si c'était possible d'avoir un diplôme par validation d'acquis d'expérience, ce qui se fait déjà à l'Université Sorbonne, et j'ai participé à un jury de cette dimension-là. Et comme à chaque fois avec Catherine, quand on parle d'un cas singulier, on essaye toujours de voir en fait, comment ça peut être généralisé plus globalement. Donc, lors de cette réflexion sur, au-delà de ce cas singulier, comment ça peut aider des patients, voire des proches, on a fait un brainstorming, et de ce brainstorming est sortie en fait l'idée de constituer un collectif interuniversitaire pour créer un réseau qui aurait plus de poids que d'aller chacun de notre côté pour essayer de bouger les choses. Et donc, c'est de là est arrivée la création du consortium. Juste après, j'ai rencontré Raymond à un colloque auprès des facultés de pharmacie et je lui ai fait mot de cette intention et Raymond a été partant assez rapidement. Et donc, se sont joints à nous après
le GHU de Paris, dont a parlé tout à l'heure Alain, qui a comme ambition en fait, de former dans les, je sais plus, les 3 ou les 5 ans tout le personnel hospitalier du GHU à ces approches. Et puis, la faculté de pharmacie de l'université Aix-Marseille qui elle-même en fait mobilise pas mal de patients dans la formation des futurs pharmaciens. Donc on s'est donné un mandat. Hein. Le mandat, il est assez simple. Hein. Il est de lancer un processus et d'aboutir à une validation nationale à travers France Compétences, hein, ce qui a été présenté par Alain, et également en fait de faire connaître au sein des universités pour le système de validation d'acquis d'expérience pour les patients. Parce qu'en fait, dans toutes les universités aujourd'hui, il y a ces départements-là qui sont plus ou moins actifs, mais si on va les voir en leur parlant des savoirs des patients, ils sont complètement dans les nues. Donc, il faut qu'on arrive à bouger au sein des universités et au niveau national. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est assez simple. Hein. Il y a des transformations importantes de la société. Il y a de plus en plus de citoyens, même si ce n'est pas tous les citoyens qui veulent participer à ce qui les concerne. Et puis, il y a en fait une montée en compétences de beaucoup de patients qui ont envie de socialiser leur savoir. On pourrait presque dire que pour beaucoup de patients, pour peu que le cadre soit favorable, en fait, tous ont été touchés dans leur humanité et ont envie de transmettre cette expérience. Hein. Catherine a déjà pas mal écrit là-dessus, entre autres. Hein. Et puis, ça a été accompagné quand même, ce mouvement des citoyens, par la loi. Hein. La loi, elle a 2 rôles. Hein. Elle a un rôle de valider en fait, des avancées d'usage, et puis elle a un autre cadre qui est celui de devancer en fait, des initiatives qui pourraient améliorer la vie en société, quoi. Et donc, ces dynamiques autour des savoirs expérientiels des patients, en fait, se sont fait jour, et c'est la motivation de ce consortium, en plus de tous les éléments qui ont été expliqués depuis ce début d'après-midi par Alain et par Catherine. Alors, forcément, on peut s'appuyer sur un certain nombre de publications scientifiques aujourd'hui. Et en fait, on peut dire que le savoir des malades, c'est devenu un fait social, hein, tel que le père de la sociologie française Durkheim l'a annoncé, hein, donc, avec 4 familles de preuves dont je vais parler là. Donc, la première famille de preuves, on en a parlé, c'est les diplômes. La deuxième famille de preuves, en fait, ce sont les diplômes et les formations. La deuxième famille de preuves, c'est les cadres de société, donc les législations nationales, intracommunautaires et les recommandations internationales. La troisième famille de preuves, en fait, ce sont des publications qui démontrent en fait ces savoirs expérientiels des patients. Alors, on a un exemple, hein, d'une revue médicale assez connue, hein, qui fait partie des grandes revues médicales, le British Medical Journal, qui en 2013 publiait l'essai La révolution des patients commencée sur la base de travaux qui avaient déjà été existants. Et puis, la troisième famille de preuves, en fait, c'est la commande sociale, en fait, dont j'ai parlé juste avant. C'est-à-dire, il y a une demande de la société, il y a de plus en plus d'organisations et d'institutions qui souhaitent avoir des patients pour les accompagner. Et tout ça, ça demande, en fait, d'élargir le cadre actuel. Donc, voilà, en fait, j'ai un peu sauté ce qu'il y a dans les diapos, là. Alors, pourquoi, hein? Il y a déjà un grand nombre de formations diplômantes, hein. On peut se poser la question, et puis ça a été posé en préalable, de savoir si ces formations, Alain en a parlé, hein, si elles doivent toutes être universitaires ou pas, parce qu'il y a par exemple dans le monde de la précarité, moi j'accompagne pas mal le programme Un chez soi d'abord, il y a énormément de personnes qui sont passées par la précarité et qui ne sont pas en capacité d'aller à l'université, voire des personnes qui aujourd'hui ne savent pas lire et ne savent pas écrire, et ce n'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas aider leurs pairs dans des situations comme ça. Donc, il y a un cadre de formation qui est important, et puis il y a tous ces faisceaux de preuves en fait, dont j'ai parlé précédemment. Alors, qui constitue le consortium? J'en ai un peu parlé, mais je vais revenir. Hein. On a 4 universités et un groupe hospitalier universitaire. Les 4 universités sont des IDEX. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est que l'IDEX, mais c'est les initiatives d'excellence. C'est les universités qui produisent le plus de connaissances, ou à qui on donne le plus de moyens pour produire de la connaissance sur la base de ce qu'elles ont mis en place. Hein. Donc, il y a l'Université des patients avec Sorbonne Université, hein, avec la faculté de médecine. Il y a le centre d'innovation que je représente du partenariat avec les patients et le public, hein, de l'Université Côte d'Azur, qui est aussi dans une faculté de médecine. Il y a le département universitaire des patients de l'Université de Grenoble, qui est dans une faculté de médecine et pharmacie. Et puis, il y a la faculté de pharmacie d'Aix-Marseille et le groupe hospitalier universitaire
de Paris, psychiatrie et neurosciences, dont a parlé Alain tout à l'heure. Et puis, avec ce groupe, il existe aussi France Patients Experts qui constitue l'association qui a créé un précédent et qui permet, en fait, et avec qui on œuvre pour essayer d'élargir le cadre. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de la commande sociale. Il y a de plus en plus, on demande de plus en plus, de par la loi, mais pas que de par la loi. On cadre de plus en plus. Donc, il y a une commande sociale. Il y a une demande de la population d'être mieux accompagnée. Il y a des difficultés aujourd'hui dans le système de santé à ces jeux-là. Et puis, il y a les patients qui socialisent leur savoir, qui ont aussi besoin d'un minimum de sécurité. Et enfin, la dernière raison, c'est que Alain en a parlé, avec l'encombrement des demandes à France Compétences, si on arrivait à avoir une proposition de validation, de certification de validation d'acquis d'expérience générique, on passerait 2 écueils, celui de l'encombrement de France Compétences, donc on aiderait l'institution, et puis celui aussi de ne pas avoir à contourner le cadre du droit du travail, dont tu as aussi parlé à Alain, c'est-à-dire de ne pas avoir à annoncer de quelle maladie on est porteur par rapport à ses compétences. Donc, comment, en constituant cette force d'intelligence collective, je dirais, portée sur un certain nombre d'actions qui sont déjà en marche et qui s'inscrivent déjà dans la société depuis un certain temps, et puis en déposant une certification générique, ce qu'on va essayer de faire dans la continuité de ce que fait France Patients Experts. Et l'intérêt, c'est de mieux adapter la société, en fait, d'ajuster la société à ce qui se passe aux transformations globales, quoi. Et donc, juste vous dire que cette approche par compétence, en fait, elle est en ligne conduite aussi avec l'Union européenne, avec le fait que l'Union européenne a identifié 8 compétences clés que devraient développer les organismes de formation et les citoyens qui vivent dans l'Union européenne. Et nous, on en mobilise certaines. Notre orientation politique, c'est d'élargir en multipliant les voies d'accès aux diplômes, de les accoler à des parcours de montée en compétences, en les reliant à l'entrepreneuriat et à l'emploi, en intégrant la digitalisation de notre société, une mutation qui bouscule nos pratiques éducatives de formation et qui permettent aussi de sortir de la sacralisation du tout diplôme. C'est ce que je mettais comme commentaire, mais qu'on a eu contre panélistes tout à l'heure quand Alain parlait, sur l'importance d'une certification. C'est aussi qu'en France, aujourd'hui, si on n'a pas de diplôme et si on n'a pas un mode de certification, c'est quand même difficile de trouver de l'emploi par rapport aux autres pays, ce qui fait qu'en France, on a France Compétences et pas forcément dans d'autres États, quoi. Et puis, de passer d'une société de l'apprenance, je dirais même d'une société avec des entreprises et des organisations apprenantes qui permettent en fait d'être plus agiles dans une société qui s'accélère et dans lesquelles les métiers vont changer de plus en plus, quoi. Et donc, je disais tout à l'heure, en préambule, j'avais sauté la diapo, que ça s'accorde avec 4 des 8 compétences clés de l'Union européenne, qui sont en fait l'aptitude à participer de manière efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle et de s'engager dans une participation civique active et démocratique, notamment dans des sociétés de plus en plus diversifiées, d'avoir l'esprit d'initiative et d'entreprise, d'apprendre à apprendre et d'avoir en fait une meilleure agilité des nouvelles technologies qui prennent de plus en plus de place dans nos vies en général et dans la santé en particulier, en vous disant que le 13 octobre, on fait un colloque sur justement la place du patient dans l'environnement numérique de la santé, qui aura lieu à Paris 8 et qui sera aussi en présentiel et en distanciel. Je te laisse la parole, Raymond. Donc là, maintenant, ce qu'on voulait faire pour illustrer un petit peu les propos au moins de cet après-midi, parce que ce matin, je n'ai pas pu assister, c'était de vous présenter des cas concrets et en posant un questionnement du pourquoi créer les nouvelles structures intégrées dans l'écosystème de santé ou comment elles valorisent la validation des acquis par l'expérience. Donc l'idée au départ, c'est peut-être de faire un constat. Aujourd'hui, quand on parle de patient, qu'est-ce qu'on remarque? Si on regarde l'étymologie, le patient est issu d'une origine latine qui est patior, celui qui souffre, celui qui endure. Si on va plus loin dans
on note une notion de soumission. Et si on va plus loin dans l'étymologie, on remarque qu'un patient qui devient un acteur est même un non-sens étymologique. Alors, bon, Luigi, Catherine, Alain nous ont montré que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on voit les choses. Et en fait, maintenant, si on fait le constat, qu'est-ce que font les patients aujourd'hui? Ils sont passés de patients, je dirais, témoins. On nous disait, tiens, Raymond, je dispense un cours sur les aspects éthiques, organisationnels des dons d'organes et des transplantations. Viens nous expliquer ce que c'est que la vie d'un patient transplanté. Donc, c'est un apport du témoignage. On voit maintenant, dans les nouvelles certifications, on parle du patient, traceur qui va apporter son témoignage. On le voit dans la recherche, un patient qui intervient dans un groupe contrôle, il va apporter un témoignage. Maintenant, qu'est-ce que fait le patient? Il se forme, il devient formateur. Dans le cadre de la formation, il devient un enseignant. Il va participer à la co-construction des programmes, à l'évaluation, au suivi. Il va participer aux membres du jury de travaux de fin d'études ou de thèse. Dans la recherche, il va participer à toutes les étapes, depuis le cahier des charges, la lettre d'intention, le protocole, la demande au CPP, au comité de protection des personnes, à l'évaluation, à la formation quand c'est nécessaire, à la dissémination, aux publications. Donc, on voit aujourd'hui que le patient, l'évolution du patient, l'engagement du patient est passé du simple témoin jusqu'à l'investigateur en recherche et tout. Donc, c'est ça qu'on remarque. Et dans la VAE, je pense que c'est ce dont on a besoin à l'heure actuelle de valoriser. Donc, il y a la REVA, il y a notre consortium qui s'est emparé de cette dimension. Et là, ce qu'on voulait, c'était vous montrer un petit peu nos trois structures qui ont travaillé sur justement cette validation des acquis par le biais je vais commencer par le département universitaire des patients qui vient d'être créé en décembre 2020, notamment en étant complètement intégré aux UFR de médecine et pharmacie. Donc, l'université Grenoble-Alpes a rassemblé autour d'une composante H3S, l'humanité, santé, sport, société, regroupe 7 UFR, dont la psychologie et d'autres. Nous sommes intégrés dans le site santé avec les UFR de médecine et de pharmacie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux composantes médecine et pharmacie ensemble à Grenoble. Donc pour ça, c'est très bien. Donc on a un conseil du département, bien sûr, classique dans le cadre d'une gouvernance classique, et un bureau du département qui regroupe un directeur patient, parce qu'on se disait un département patient, c'est quand même pas mal qu'il y ait un directeur patient, donc voilà, qui est moi-même. Il y a 2 co-directeurs qui représentent les composantes médecine et pharmacie et 3 patients experts. Donc vous pouvez constater que dans ce bureau, on est 4 patients experts dans la gouvernance. On a bien sûr les 2 vice-doyens des études, représentant toujours les mêmes composantes, et 2 représentants de la direction du CHUGA, du CHU Grenoble-Alpes, qui quand même apporte une collaboration très étroite avec le CHU. Et pour réaliser, donc les UFR, on est dans la formation et dans la recherche. Donc pour réaliser ces missions, ces 4 missions, nous avons créé 4 groupes de travail, dont un groupe correspond à l'accueil et l'orientation, l'accompagnement des patients et des aidants, les associations aussi. Donc les patients arrivent au département et on les oriente en fonction de leur projet. Soit ils ont un projet, soit ils n'en ont pas, soit ils veulent s'investir dans le département. Et là, on les oriente vers les différents groupes de travail, notamment, ils vont suivre un cursus par le groupe formation initiale et continue, pour lequel on intervient dans la co-construction des programmes, dans l'enseignement auprès des étudiants en médecine, en pharmacie, les professionnels de santé et autres. Et ensuite, dans la recherche, on répond à 2 thématiques principales, c'est-à-dire la co-construction suivant les appels à projets, donc des projets de recherche eux-mêmes, et à la réponse à sollicitation pour expertise. Notamment, je pense au PHRC, dans lequel une question est posée: avez-vous consulté un comité de patients experts? Et si vous répondez négativement, ça peut être un motif de retocage du projet. Et puis le 4e groupe, c'est tout ce qui concerne, qui est un petit peu plus politique peut-être, mais tout ce qui concerne les statuts.
des droits des patients qui s'engagent. Et notamment, c'est dans ce groupe-là qu'on travaille actuellement sur le consortium. Oui, donc l'idée était chacun de présenter nos axes de développement en lien avec la validation des compétences des patients. Donc là aussi, l'Université des patients a logé donc à l'UFR de médecine, à Sorbonne Université. Les postes qui ont été mis à disposition, donc un poste de MCU, 2 postes de PASS, 2 patients salariés, des patients enseignants dans les DU rémunérés par l'université. Catherine, tu peux expliquer ce que c'est un PASS parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Oh là là, excuse-moi, oui. Donc, MCU, ça veut dire maître de conférence des universités et poste de PASS, ça veut dire professeur associé. Les axes de développement en lien avec la validation des compétences des patients, donc un axe qui est diplomation directe, c'est-à-dire nous offrons donc 3 parcours diplômants, un parcours diplômant en éducation thérapeutique, en plus qui s'appuie bien sur la loi HPST, puisqu'on l'a ouvert en 2009 et la loi HPST est sortie 2008-2009, un DU démocratie sanitaire qui s'appuie sur la loi 2002 et la loi de modernisation du système de santé, et un diplôme en oncologie, donc de patients référents en rétablissement en oncologie qui s'appuie sur les différents plans cancer. Donc on voit bien comment à la fois on répond en disant on diplôme, donc on valide des compétences, on en amène de nouvelles, etc., parce qu'elle a bien été exposée cet après-midi. Et puis aussi, finalement, que tu parlais de commande sociale, finalement, on répond à des dispositifs législatifs. Donc, en formation continue, puisque dans la validation des compétences, il y a le renforcement des compétences, etc. Donc, Denis Pereira-Paolo a mis en place le premier groupe d'analyse des pratiques patients. C'est extrêmement important, puisque des patients puissent, avec d'autres patients, justement venir analyser leurs pratiques. Et on ne parle pas en général de compétences sans droit à la formation continue. Une compétence s'élabore dans le temps. Et puis là, on a encore le FES, c'est-à-dire c'est en situation professionnelle, après le diplôme, eh bien, on dit, oui, maintenant que je pratique, oui, il faut que j'analyse la pratique, parce que c'est d'autres questions qui se posent. Et Denis Pereira-Paolo a aussi fait la première formation, donc 2 sessions déjà, de patients formateurs, donc des formations de patients formateurs. Donc on voit bien là aussi. Pour la validation des compétences patients, on a aussi des masterclass. Alors, l'intérêt des masterclass, c'est justement, puisqu'il y a toujours le débat, faut-il diplômer ou pas, etc. Bon, je pense que ce débat, il va commencer à être has-been, c'est évident, surtout après la journée d'aujourd'hui. Mais de toute façon, on voit bien, et je crois que Raymond vient de le montrer, les masterclass, c'est à la demande de patients partenaires. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi créer des dispositifs de formation. C'est simplement les patients qui en déterminent les objets, les objectifs, qui font une demande et qui souvent même les co-organisent et y co-enseignent. Et puis bien sûr la recherche, puisque nous disposons depuis le 22 mars 2022 d'une chaire compétences et vulnérabilité. Pour les plus anciens d'entre nous, le 22 mars 1968 était un moment important de révolution. Voilà, on a des petites révolutions. Donc c'est tout. Merci Catherine. Luigi, it's for you. L'Université Côte d'Azur a été créée fin 2019, un centre d'innovation du partenariat avec le patient et le public, qui en fait a vu le jour du fait d'une initiative citoyenne qui a intéressé la faculté de médecine, qui est une association citoyenne qui fait de l'éducation citoyenne en santé, que vous voyez dans les missions là, qu'il y a à gauche de votre écran. Et assez rapidement, cette université populaire, on va dire, a reçu en fait la possibilité, une accréditation pour donner des heures complémentaires dans le cursus de médecine générale. Donc, ça a été le premier pas. Et puis, le doyen, suite à ça, nous a dit ça serait bien de monter un diplôme. Donc, on a monté un DU, le DU Art du soin en partenariat avec les patients. Et il se trouve que ce DU a eu un prix de l'innovation pédagogique en formation tout au long de la vie, décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et quand on est allé chercher le prix, on a dit nous, on voudrait ouvrir un bureau patient partenaire. Et donc, on a ouvert ce bureau avec une codirection médecin-patient fin 2019 avec le financement de la RS-PACA. Et c'est important parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une assise. En fait, le processus dont a parlé Alain, l'étape de certification, d'accompagnement des patients par diplôme ou par certification, par différents moyens, en fait, nous, on l'a mis en place et ça fonctionne assez bien dans notre région. On a monté un écosystème qui fait qu'on forme les étudiants en médecine
dès le début du premier cycle en volontariat, du deuxième cycle et du troisième cycle au fur et à mesure. Et puis après, on les accompagne dans le milieu de soins. Donc, on crée vraiment un continuum et on est assez écouté par l'ARS, ce qui fait que, par exemple, la faculté de médecine a financé, l'ARS a financé toutes les initiatives pédagogiques. Et une fois qu'elles deviennent, on va dire, institutionnalisées dans la faculté de médecine, la faculté de médecine prend le relais pour financer ces initiatives, en sachant que les patients sont payés. Alors, ils sont payés sur un mode vacataire et on est en train de travailler à ce que les bénévoles qui souhaitent être bénévoles et rester bénévoles, qui sont dans les associations, que les associations qui sont les cadres dans lesquels ils puissent en fait transmettre leur savoir, soit en fait touchent cet argent pour ce qui leur donnerait une autonomie aux associations. Et donc, on a comme mission l'enseignement avec, en fait, donc je le disais, en médecine, mais aussi en interprofessionnel, en second cycle aujourd'hui avec 6 métiers du soin. On accompagne dans les milieux de soins à l'hôpital et dans les soins primaires. Et puis, on a aussi pas mal de développement en recherche avec 4 laboratoires qui sont devenus des laboratoires interprofessionnels interdisciplinaires en partenariat avec les patients, avec des financements de l'Agence nationale de la recherche et avec en fait des financements européens. Et ça, c'est important parce que ça permet en fait vraiment de poser une force par rapport au cadre sur lequel on est tous ensemble, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une certification par rapport à ça. Donc voilà la manière dont on élabore les choses à partir de la faculté de médecine de Nice. Simplement pour dire que, en complément des quelques exemples dans les travaux de recherche, tout ce qui concerne la publication. Donc, nous, ce qui concerne le département, on a pas mal publié. Donc ça, moi, c'est un peu une grosse partie des publications de ma thèse, puisque j'ai choisi une thèse de publication et j'ai eu 5 publications, dont 2 en français et 3 en anglais, dont une sur le BMJ Open. Donc ça fait partie des travaux qu'on réalise, que maintenant les patients réalisent. On a une journée mardi au Cancéropole Clara, justement, sur les travaux de recherche et tout. Et dans les ateliers qui ont été… une question a été évoquée sur la reconnaissance des patients dans les publications, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont cités dans les publications, ne serait-ce que dans les remerciements. On oublie un petit peu tout ça. Donc là, ce sont des travaux qui sont réalisés, qui quand même sont particulièrement importants. Je pense au BMJ Open qui est parti d'un projet de recherche sur le rôle des pères aidants dans le SAOS, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, dans lequel il est évoqué la difficulté des patients de garder la PPC. Ce sont des patients qui décrochent et qui se désappareillent. Tant les médecins et les prestataires se trouvent en situation d'échec et n'arrivent qu'à réappareiller 6% des patients. Ce qu'on a choisi de tester, c'est d'observer, c'est recruter des pères aidants. Donc, ce sont des patients qui sont appareillés, qui sont en adhésion du traitement et qui vont accompagner les autres patients dans le cadre de la pérédance pour pouvoir les aider, pas leur imposer, pas les convaincre de reprendre la PPC, parce que ça, ce n'est pas l'objectif. C'est simplement les accompagner à changer de comportement, trouver leurs propres ressources pour qu'ils puissent reprendre la PPC. Donc, on émet l'hypothèse qu'avec cet accompagnement, on pourrait arriver à 20% de réappareillage. Donc, voilà un petit peu les exemples de choses qu'on peut réaliser dans le cadre des publications. Très bien, merci Raymond. Est-ce que vous avez tous les trois quelque chose à ajouter par rapport à votre intervention ou d'autres slides, ou est-ce qu'on peut commencer Non, juste vous dire que bon, les slides seront disponibles et qu'on a la bibliographie de ce qu'on a mis dans les textes. C'est tout. Bien sûr. Voilà. Donc, est-ce qu'on a des questions, nos spectateurs, nos spectatrices alors, il y a quelqu'un qui demande, je le dis tout de suite, Corinne, je te surpasse, mais est-ce qu'il serait possible, Luigi, d'avoir le lien pour le séminaire du 13 octobre que tu as évoqué?
Oui, je vais vous l'envoyer tout de suite. D'accord. Et il y a une question de Cyril également. Voilà. Oui. Avez-vous des pistes au sujet du mode de rémunération possible qui serait compatible avec les différents types de protection sociale afin de ne pas précariser? Alors là, on est au-delà de ce qui a Ouais. été présenté, mais on peut peut-être, Alors, ce qui est déjà fait depuis un certain nombre d'années, et que ce soit avec Catherine, avec Luigi, avec les autres universités, c'est un sujet très, très sensible qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on a quand même un gros problème à ce niveau-là. Aujourd'hui, il n'y a que 3 typologies de personnes concernées qui puissent être rémunérées directement par les universités dans le cadre de leur qualification d'enseignants vacataires. Soit ils ont un emploi principal, et là, vous pouvez être rémunéré sans problème. Soit vous êtes travailleur indépendant, vous êtes rémunéré, soit vous êtes retraité et vous pouvez être rémunéré jusqu'à l'âge de la retraite. À partir du moment où vous êtes retraité, même si vous êtes compétent, même si vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes sorti des cadres de l'université. Donc ça veut dire que, par contre, lorsqu'on est en invalidité, quel que soit le niveau, ben, on ne rentre pas dans le décret de 87 qui régit les recrutements des enseignants, et on ne peut pas, en théorie, être rémunéré. Sauf si on a la capacité de remplir un dossier qui est très, très lourd d'enseignants vacataires, et là, on touche des heures complémentaires. Donc, c'est un problème qui est pris en compte par le consortium, mais je laisserai Catherine et Luigi compléter, parce que c'est un gros problème pour certains. Et en effet, il faut éviter à toute fin de mettre en difficulté les patients qui vont enseigner par rapport à leur statut. Je pense à l'allocation adulte handicapé. Si on donne 1 heure d'enseignement, on vous dit le statut de la personne. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif. Mais Luigi, tu veux peut-être, ou Catherine, peut-être compléter? Oui, je peux compléter. Alors, effectivement, aujourd'hui, la situation n'est pas totalement satisfaisante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé en fait un axe de recherche juridique avec ce congrès là, le 13 octobre sur la place du patient dans l'environnement numérique. L'idée, c'est de voir que dans la loi, en fait, il y a énormément, aussi bien pour le patient que pour les professionnels, d'injonctions contradictoires. Genre, voilà, il faut que vous soyez autonome, mais en fait, on va vous prendre en charge, par exemple. Des choses comme ça, que en fait, avec ces patients qui sont aujourd'hui largement mobilisés dans les établissements de santé, dans la recherche, dans la formation, alors qu'il n'y a pas de cadre pour les aider, et donc on travaille là-dessus. Moi, par exemple, j'ai participé à la première formation des médiateurs de santé pairs avec le CCOMS en 2012, et il y a un médiateur de santé pair qui a été formé à l'époque, qui a travaillé sur un chez-soi d'abord, qui après a travaillé auprès de la région pour arriver à tisser un maillage pour que des personnes avec des troubles psychiques ou des problèmes d'addiction puissent en fait intervenir dans différents sites. Et là, il va basculer à travailler avec l'AGFIP et la CAF pour essayer de bouger les lignes. Et l'année dernière, il y a eu un colloque en Occitanie où étaient invités la CAF, la GFIP, les organisations, et ils se sont engagés à avancer une réflexion. Je n'ai malheureusement pas de réponse à ce sujet-là, mais l'idée, c'est vraiment d'aller dans ce sens-là. Mais pour aujourd'hui, ça reste assez compliqué, effectivement. Quand même, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas être rémunérées sans perdre des droits, quoi. Catherine, dans la masterclass, donc patient formateur cette année, il y a quelqu'un qui s'appelle Laure Poazevara qui travaille et qui a travaillé et fait tout un dossier sur les possibilités de rémunération. Après, dans certaines circonstances, avec un cadre assez restreint, nous, on a des patients en fait, qui sont mobilisés dans les milieux de soins, dans les soins primaires, comme patients partenaires, qui en fait arrivent à concilier avec des statuts d'auto-entrepreneur. Il ne faut pas qu'ils dépassent une certaine somme, quoi. Ouais. Et puis, il ne faut pas que ce soit régulier parce que ça peut correspondre à un emploi déguisé. Souvent, on n'arrive pas à avoir de contrat pérenne avec le statut d'auto-entrepreneur. Pardon, il y a une question complémentaire de Cyril. Oui. Qui dit, si je comprends bien, un statut de vacataire universitaire est incompatible avec une invalidité. De la retraite.
Ouais. En invalidité, on peut cumuler. On peut cumuler un emploi. Oui. Mais à partir du moment où on ne dépasse pas le seuil de la rente qui est alloué par la sécurité sociale. C'est ça. Ça montre bien qu'il y a un besoin très concret Bien sûr. d'un espèce Oui. de, je ne sais pas quoi, de dire, d'un manuel, d'un guide qui expliquerait toutes les possibilités. Mais je me rappelle, Catherine, tu as parlé de Laure Poisevera. C'était très compliqué parce que on est au cas par cas, c'est-à-dire on voit la situation de la personne, qu'est-ce qu'elle peut pas, qu'est-ce qu'elle risque, les avantages, les inconvénients. Vous savez, une espèce de balance décisionnelle entre avoir une rémunération, mais quel est le risque de perdre tel ou tel Parce que la avantage. question, c'est de l'accompagnement. Il faut accompagner et par contre, il y a des bases. Et ce sont des bases qui apparaissent de plus en plus et c'est ça justement qu'on doit développer actuellement. C'est quelles sont les lignes de base, parce qu'en fonction de la région aussi, on peut avoir des contradictions. Tu es à 20 km, donc tu passes à une autre commune, ce qui ton adulte handicapé qui est à 90 va passer peut-être à 60. Donc on a une réelle problématique là, mais c'est pour ça que le plus important, c'est le travail de l'accompagnement. Comment accompagner, mais il y a quand même des choses qui ont été dites là et qui sont une base qu'on peut plus ou moins reproduire. Il ne faut pas dépasser une certaine somme, ça veut dire le salaire que vous aviez avant par rapport à l'adulte handicapé, et il y a qui va se cumuler avec d'autres droits que vous avez. Donc c'est vraiment quelque chose d'aller en détail pour des personnes, mais au fur et à mesure qu'on s'approche, on voit qu'il y a certaine quantité de choses qui se répètent. Et c'est là où on peut avancer. Donc, c'est là où il pourrait y avoir peut-être un document à commencer à rédiger. Justement, j'allais vous poser une question par rapport au consortium. Donc, si on voit bien que chaque université a véritablement une contribution à cette question et puis montre par la preuve qu'il y a des choses possibles. Concrètement, comment vous voyez la suite de votre consortium par rapport à la VE des patients? Déjà, on a commencé à rédiger un argumentaire qui retrace un petit peu toutes ces étapes. Une fois qu'on l'aura finalisé, il y aura des rencontres avec les instances concernées, ministères et autres, pour faire bouger les choses. Je parlais du décret de 87, donc faire bouger un décret, c'est peut-être très compliqué. Avoir un décret d'application, c'est peut-être beaucoup plus simple. Donc, il y a un aspect juridique à voir. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que en tant que patient, on est de plus en plus sollicité. Si je prends la représentation des usagers, par exemple, on était simplement dans les commissions des usagers. Là, depuis 2016, on peut devenir président, vice-président des commissions. Là, on nous demande d'intervenir dans les directoires, dans les pôles, les choses comme ça. Enfin, donc, ça, c'est sur la partie représentation des usagers. Donc, concrètement, on est de plus en plus sollicité. C'est pour ça qu'il faut que le consortium a toute sa légitimité. C'est justement l'espace de réflexion et d'action qui va permettre de faire bouger les choses, parce qu'il faut se poser les bonnes questions maintenant. Là, dans le débat qu'on a eu mardi sur la recherche, une question a été posée, mais est-ce que le patient dans la recherche qui intervient, qui co-construit, qui passe à toutes les étapes, est-ce qu'il doit être bénévole ou est-ce qu'il doit être rémunéré en tant que tel? La question est que si on va plus loin dans la réflexion, si on reste uniquement sur la notion de bénévolat, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le bénévolat, hein, je reste bien dans mes propos. Simplement, si on reste dans le bénévolat, ça veut dire qu'on n'établit pas de budget pour l'implication, l'engagement des patients. Donc, à ce moment-là, ça peut poser des problèmes au niveau du budget de la recherche, du budget du projet de la recherche. Donc, c'est toutes ces questions qui rentrent en ligne de compte. Donc, on est quand même dans une évolution. On arrive maintenant à faire énormément de choses, mais il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et pour pouvoir pérenniser les actions qui sont menées, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est qu'il faut pérenniser. Ce n'est pas le tout de faire une fois une action. Catherine? Oui, donc dans le consortium, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, moi ce que j'avais proposé, c'est qu'on fasse un plaidoyer, qu'on aille au ministère et qu'on récupère un chargé de mission de France Compétences qu'il va falloir former à ce qu'on propose.
parce que je m'excuse, mais les référentiels pour l'instant de compétences publiquement disponibles, il n'y en a pas pour les patients. Donc, comment un organisme d'État France Compétences peut légiférer s'il ne connaît pas le sujet? Donc, soit il fait rentrer des leaders, des compétences patients, puis soit il nous fait une ligne directe, soit ce qu'on va demander, c'est ce qu'on appelle un fast track, c'est-à-dire pouvoir avoir quelqu'un de France Compétences qui vienne travailler ou nous-mêmes de les former. Et pour toucher France Compétences, malheureusement, c'est pas en se mettant à chercher France Compétences, parce qu'on a essayé, chacun, puis Alain a bien décrit, on n'y arrive pas. Donc, l'idée, c'est de demander au ministère d'actionner France Compétences qui dépend donc de l'État, de la tutelle, quoi. Donc voilà par exemple un exemple. Et pour ça, il va falloir faire un argumentaire, alors encore un peu différent que celui qu'on a présenté aujourd'hui. Avant que Luigi reprenne, je me disais que par rapport à l'intervention d'Alain, où il disait bien, il ne peut pas y avoir de plaidoyer, il ne peut pas y avoir, on rentre dans des cases et on... C'est ça. On fait au mieux. Je pense comment vous vous situez? Ce que je pense que vous vouliez dire, Catherine, c'est qu'il nous faut un plaidoyer pour bouger de l'extérieur, France Compétences. D'ailleurs, à charger, après, il n'est pas question de discuter du cadre dans lequel France Compétences élabore les choses. Mais par contre, pour pouvoir avoir un chargé, pour pouvoir faire ça, après, Catherine disait qu'il n'y avait pas de référentiel de compétences. Il y en a des référentiels de compétences, mais on voit bien au travers de l'expérience France Patient Expert Addiction que nous a relaté Alain, qu'après, il faut constituer avec eux, avec un système de demande, refus, demande, refus. Ce qui se passe dans la plupart des organisations, moi, la plupart des organisations avec lesquelles j'interagis aujourd'hui, la première fois qu'on dépose un projet, de base, il est refusé, quoi. Donc, après, on affine, quoi. Et donc, les référentiels existent, il faudra juste ajuster un référentiel par rapport à cette commande-là. Et pour répondre à ta question plus amplement, on s'est réunis pour la validation d'acquis d'expérience, pour la certification de validation d'acquis d'expérience, aussi bien au niveau national pour une certification qu'au sein de nos universités. Oui. C'est le premier pas. Après, si jamais on apprécie de travailler ensemble, ça se trouve, on ira vers les autres sujets qui ont été posés, comme les statuts, etc., sur lesquels on travaille tous séparément et sur lesquels on pourrait poursuivre. Mais on est obligé d'avoir des ordres de priorité parce que sinon, on s'éparpille et puis on ne fait rien, quoi. Donc, si je comprends bien, vous êtes autant de votre action qui est de véritablement faire un peu bouger les lignes et en interpellant France Compétences, entre guillemets, pour que… Par la tutelle. Eux par sa tutelle. Voilà. Okay. C'est un passage obligé quelque part parce que c'est la structure qui est reconnue, agrémentée par le ministère. Le consortium, il est créé il s'est constitué dans le premier semestre 2022, mais il est vraiment… on a eu une première réunion tous ensemble au mois de juin, donc c'est assez neuf quand même comme initiative. Alors, il y a une question qui est posée par Sylvia. Je me permets, là, Corinne, puisque je viens de la lire. Elle vous remercie pour vos présentations. Elle se demande si toute personne avec tout niveau d'études, puisque Luigi, tu as fait référence aussi à des gens qui pouvaient ne pas avoir de diplôme, voire ne pouvaient ne pas savoir lire ou écrire et plus, aurait accès. Donc, est-ce que toute personne, indépendamment de son niveau d'études, pourrait avoir accès à la VAE? Moi, je dirais de la position des différentes choses que j'ai développées, oui, parce que ça va être sur le référentiel des compétences. Après, ça ne va pas dépendre que de nous, parce que comme l'a dit Alain Desjours, il y a aussi des allers-retours avec France Compétences pour savoir pour cadrer le référentiel de compétences. Donc, a priori, oui, sauf contrainte de l'extérieur, quoi. Il y a notamment donc dans REVA et dans les options et attention du gouvernement, il y a les métiers du CARE. C'est-à-dire dans les métiers du CARE, donc il y a des expérimentations où on fait entrer donc des personnes sans aucun diplôme. C'est pour faire monter justement en compétences et en professionnalisation. Donc il y a une expérimentation. Corinne, donner un niveau aide-soignant et après voir si on peut donner plus aux personnes qui s'engageraient dans les métiers du CARE, notamment la petite enfance, etc. Il y a des choses en cours sur lesquelles, justement, on va travailler, on va regarder ce qui se passe et voir comment on peut, nous, faire des transférabilités. Juste avant la question de Cyril, il y a une question de Michel qui posait la question aux intervenants de savoir s'ils acceptaient des patients enseignants bénévoles cette fois-ci. Oui. Oui, il n'y a pas…
Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que je pense que cette question qu'on pourrait qualifier de professionnalisation est indispensable parce qu'on ne peut pas faire les choses tout bénévole. À l'heure actuelle, aucun enseignant ne va enseigner bénévolement. Nous, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on accepte des enseignants qui sont bénévoles, mais le produit de l'enseignement qui va être dispensé par le bénévole a une reconnaissance financière. C'est à ce moment-là ce que précisait Luigi, c'est que ou Alain, c'est que cet argent-là peut être destiné à une association ou une autre structure, mais c'est la valorisation de l'enseignement qui est dispensée. Si la personne ne veut pas être rémunérée, vous prenez une association comme la Ligue contre le cancer, pour ne pas la citer, pour eux, de toute façon, un patient ne doit pas être rémunéré. Donc, on peut sortir de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on produit un enseignement, ça a une valeur qui est financière aussi. C'est cette partie de finance qui doit être soit destinée à l'enseignant, mais il peut être destiné à une autre structure. C'est une question de valorisation pour moi. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. Mais... Oui, tout à fait. On a une question, Corinne, je te laisse la poser. Mais... Il y a Alain Dejour qui a une question. Voilà, après, il y a une question de Béatrice. Peut-être, Alain, parce que je pense que si on pose la question de Béatrice, vous pourrez éventuellement rebondir dessus aussi avec la vôtre. C'est une longue question parce que Béatrice nous a habitués ce matin à des questions qui sont en même temps des grandes questions qui n'ont pas forcément de réponse immédiate. Est-ce que tu peux, Corinne, bien sûr, partager ce matin, alors pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'intervention de Béatrice ce matin, en tout cas, elle a posé la question de l'articulation entre la place des associations de patients et la place des patients partenaires. Les associations de maladies rares n'ont pas les moyens humains de participer à tout. Et leurs membres actifs ont d'autres missions associatives qu'ils mènent bénévolement, en plus de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle. Donc, sans soutien, les petites associations disparaîtront. Et elle poursuit en disant que si on n'est plus là pour toutes ces tâches, la société devra le faire et ça coûtera plus cher. Donc, nous aider, c'est faire des économies sur le long terme. Et si on ne nous aide pas, on disparaîtra. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est une question ou un constat. Ce n'est pas forcément une question, mais qu'est-ce que ça vous évoque, vous, les intervenants? C'est la réalité. Je rejoindrai ce que dit Raymond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les aider à tous les niveaux, mais en tout cas, on peut aussi les aider économiquement en étant que si des personnes veulent intervenir de manière bénévole, ça peut permettre d'alimenter financièrement le cadre, c'est-à-dire le cadre associatif qui leur permet d'évoluer. Après, je sais que nous, par exemple, on n'a pas de cours sur telle ou telle pathologie. On a des cours sur la relation. Les cours qui sont donnés en sciences de la santé, ce sont principalement des cours sur ce qui manque le plus, ce dont les citoyens français se plaignent le plus, c'est-à-dire un manque de relation avec les professionnels de santé. C'est vraiment sur ces dimensions-là. Après, il peut y avoir effectivement des exemples, mais on n'a pas de cours spécifiques pour telle ou telle pathologie de notre côté. Donc voilà, après sur les ressources, on sait bien que les associations, de toute façon, elles ont des priorités propres, comme nous, on a des priorités propres, et qu'elles ne peuvent pas être sur tous les champs. Moi, je vous donne un exemple. J'ai contacté les associations de patients parce qu'on était sur une recherche financée par l'Agence nationale de la recherche sur l'aide à la prescription d'applications mobiles de santé par les médecins et accessible aux patients. Et en fait, j'ai contacté les associations pour connaître un peu dans leur champ d'expertise quelles étaient les applications, pour essayer de catégoriser en fait une modalité de qualification, de crédibilité des applications mobiles. Mais il y avait peu d'associations qui étaient vraiment sur ce champ-là, parce qu'en fait, elles ont plein d'autres choses à s'occuper. Donc, on peut les aider en essayant de leur permettre d'avoir de l'argent, et puis ce qui permet aux individus aussi de choisir. Tout à l'heure, Catherine, puis après je m'arrête. Tout à l'heure, Catherine disait en fait le diplôme, ça va être dépassé. Moi, ce n'est pas du tout ce que je vis. Moi, il y a plein de patients qui rentrent dans nos activités et qui veulent après passer des diplômes. Absolument. Apprendre, c'est aussi, ça a une dimension thérapeutique. Et oui, c'était le débat sur le diplôme qui allait être dépassé. Pas le diplôme. On est d'accord, pas le diplôme, le débat sur les diplômes.
Mais l'idée, c'est que le cursus et le diplôme soient choisis plutôt que subis pour pouvoir en fait socialiser ses savoirs. Alain, après on reviendra. Alain, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Alors, je voulais dire plusieurs choses. Pour France Compétences, il n'y a pas que le référentiel de compétences, il y a aussi la valeur d'usage. Hein. Et ça, il faut vraiment l'inclure dans le plaidoyer, hein, d'une façon ou d'une autre. Ils sont plus attachés en fait à la valeur d'usage qu'au référentiel de compétences, parce que comme le disait très bien Catherine, en fait, ils ne sont pas spécialistes de tout. Hein, ils sont spécialistes de rien d'ailleurs. Et donc, ils n'ont pas à juger de la qualité d'un référentiel de compétences, par exemple. Ils en sont incapables. Par contre, effectivement, si on peut démontrer une valeur d'usage d'une certification, ça, ils savent lire ces points-là. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, ils fonctionnent, les dossiers sont instruits par des techniciens quelque part, et en fait, ils passent après dans des commissions où il y a une représentation politique. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont essentiellement les ministères qui sont représentés, et notamment le ministère de la Santé, qui a deux représentants dans les commissions, enfin au moins deux. Et ce qui pourrait être intéressant, effectivement, c'est qu'on puisse, à travers la démarche qui est en cours, demander à ce qu'il y ait des patients dans les commissions. Voilà, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai que la question des, je ne voudrais pas terminer là-dessus, mais la question des financements qui se pose pour les petites associations, elle se pose aussi parce que c'est les pouvoirs publics ont choisi de financer de façon privilégiée les grosses associations, ou en tout cas les fédérations associatives. Et c'est vrai que ça pose la question alors pour le coup, de la démocratie en santé. Est-ce que c'est en fonction on va dire, de son volume qu'on est reconnu comme éligible à des subventions ou des... Je ne sais pas, je veux dire... en tout cas, j'ai l'impression que la question posée, elle dépasse aussi notre webinaire, enfin notre thématique, et elle est très, très importante parce qu'effectivement, voilà, quel est l'avenir des associations qui ne sont pas dimensionnées comme le souhaite. Il y a cette question-là, puis il y a la question en fait de demander des subventions. C'est quasiment un métier maintenant en France. Hein. Oui. Donc, est-ce que quand on a une petite association, on va privilégier le service au pair, à l'information au pair, ou est-ce qu'on va mettre son énergie dans des démarches administratives pour un potentiel financement, parce que c'est une réalité ce que tu dis. En fait, l'État, globalement, identifie des grosses fédérations et finance des grosses fédérations, et puis après, débrouillez-vous, quoi. Donc là, je crois que ça serait l'occasion d'effectivement un autre espace de débat, voire de plaidoyer. Il est 16h18. Nous avons, je crois, pleinement utilisé cette journée à partager. Je ne sais pas quoi dire pour le mot de la fin, mais ce que j'ai envie de dire là tout de suite, c'est que d'abord vous remercier, vous qui êtes là, les intervenants, remercier évidemment Rebecca, et vous remerciez vous qui avez été nombreux et nombreuses à être sur une journée entière, ce qui est quand même pas gagné. Je crois que Luigi parlait du temps 1, voilà, qu'il y avait des moments, il fallait faire des priorités. Je crois que quand même le débat qu'on a entamé n'est absolument pas fini, et qu'il faut le continuer, et qu'il faut encore et encore se réunir et poser ces questions. On en a autant des questions alors qu'on a déjà des éléments de réponse qui sont sur les terrains. J'ai envie de demander à nos intervenants, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose on arrêtera le webinaire sur vos visages, sur vos propos. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose maintenant? Moi, si je pouvais partager quelque chose, c'est que je constatais ça il n'y a pas tellement longtemps.
Alors après, c'est aussi parce que je suis endurant et que beaucoup de malades chroniques qui vivent depuis longtemps avec des maladies chroniques sont endurants. C'est que je suis devenu un spécialiste des utopies qui deviennent réalité. Donc, j'ai confiance à ce qu'on arrive à aboutir sur ce sujet-là et bien d'autres. C'est une très Moi, belle... je tenais à vous remercier tous déjà pour l'organisation, déjà nous avoir invités, nous faire confiance. C'est des sujets que l'on traite depuis un certain nombre d'années, les uns les autres. Je vois avec Catherine, on se connaît depuis, je sais pas, 1932 à peu près. Voilà, donc on travaille ensemble. On a même si on a des sujets différents, des adaptabilités avec nos secteurs différents, mais on a une grande complémentarité. Et Luigi parlait d'intelligence collective. Je pense que c'est ça qui fera bouger les codes, bouger les choses. Et voir nos institutions travailler ensemble, peut-être que ça leur donnera des idées de le faire déjà d'une part, et puis de prendre en compte toutes les dimensions qu'on a évoquées aujourd'hui. Moi, l'impression que j'ai d'aujourd'hui, déjà, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette invitation, c'est de voir effectivement qu'on est dans cette idée que comme on ne sait pas que c'est impossible, on va y arriver. Hein, et on ne veut pas savoir que c'est impossible, on va arriver à faire bouger les lignes. Maintenant, effectivement, il y a encore beaucoup de travail, mais il y a un chemin là qui est engagé et il faut vraiment continuer ce travail et le continuer ensemble, quoi. C'est vraiment important. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a du ensemble. Merci Alain. Catherine, fini, tu voulais nous dire quelque chose et après on passera la main à Rebecca. Oui, moi, ce que ça me suggère, c'est d'abord que la démocratie en santé, la démocratie tout court, nous sommes responsables de la démocratie, de nos démocraties. Il faut d'ailleurs protéger la démocratie, vu ce qui se passe en ce moment en Europe. On voit qu'il y a des retours comme ça un peu complexes. Il faut résister à ceux qui veulent nous diviser. C'est important. Je voudrais juste remercier aussi les deux organisations qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, d'être dans ce consortium. Oui. De GHU Paris et puis Paris Psychiatrie Santé Mentale Neurosciences et puis l'Université d'Aix-Marseille. Bien sûr. Rebecca. Oui, Marilyn. Rebecca, est-ce que tu as envie de dire justement de faire en sorte que, en t'écoutant, après on se dit, ben voilà, on a bien fait d'être là. Oui, on a bien fait d'être là. Moi, ce serait des remerciements. Un grand merci donc à l'Université des patients, Sorbonne, Marilyn, Catherine, d'avoir accepté d'organiser donc cette journée qui a été riche, enrichissante, intéressante et qui, je pense, qu'elle va être la base d'une bonne réflexion au sein de FIMARAD, la filière de santé maladie rare en dermatologie. Et j'aimerais aussi remercier Béatrice Jouanne qui a accepté d'intervenir et aussi d'être la voix de nos associations sur ce sujet très sensible au sein de la filière. Encore une fois, merci à tout le monde, à toutes et à tous. Et bonne fin d'après-midi, bonne soirée. Et puis, we can do it. Je dis souvent ça quand on est avec les étudiants. On peut le faire et on va continuer ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.